voilà, pour certains, il y a 2 ans, je vous conviais à la présentation de l'ouvrage Le Merveilleux chez Michel Leiris. Aujourd'hui, il s'agit du même écrivain, mais pas le même sujet, quand même. C'est Michel Leiris dans les revues artistiques et littéraires, ouvrage paru chez l'Harmattan en avril 2024. Michel Leiris est surtout connu pour ses autobiographies, L'âge d'homme et les 4 volumes de La règle du jeu, et dans une moindre mesure pour sa poésie, ses écrits sur l'art et ses textes ethnographiques. L'aspect encore moins connu est le travail de Leiris dans les revues artistiques et littéraires. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'étudier cet objet dans mon livre, qui est le premier à l'avoir traité. La socialisation de Leiris se réalise dans les années 20, décennie pendant laquelle surgit le surréalisme, dont l'écrivain a été marqué toute son existence. Ce mouvement artistique et littéraire s'inscrit dans ce temps où les notions de révolution, de révolte, de refus sont les maîtres mots et les normes d'avant-guerre sont questionnées. C'est cette ébullition intellectuelle qui produit les nombreuses créations de petites revues qui se veulent en rupture avec le monde bourgeois. Si Leiris cherche à choquer dans ses écrits, mais aussi dans ses actes, c'est pour attirer l'attention des Philistins et être en opposition avec les valeurs petites bourgeoises que professe son entourage familial. Ce qui l'intéresse appartient au négatif, à la marginalité, ce qui rend compte de son refus de s'orienter vers le grand public, choix qui n'aurait pas correspondu à son projet. À ses débuts, Leiris, dans les années 20, a l'ambition de devenir poète. C'est par l'intermédiaire de son cousin, le compositeur Roland Manuel, que Leiris rencontre des personnalités du monde artistique, littéraire et musical lors des soirées qu'organisent Roland Manuel et son épouse. Dans ce salon passent Maurice Ravel, Erik Satie et surtout Max Jacob, un poète prestigieux dans les années 20, qui le met en relation avec de jeunes poètes. Ces poètes appartiennent au groupe de la rue Blomet, 15e arrondissement, lieu où est situé l'atelier du peintre André Masson. Au sein de cet atelier, Leiris commence d'écrire des poèmes stimulés par l'ambiance. Leiris et Masson créent alors en 1925 Simulacre, une plaquette réalisée pour les poèmes par Leiris et pour les lithographies par Masson, et financée par Daniel-Henri Canneveller, le marchand de tableaux, et futur beau-père de Leiris. C'est la première publication d'un ouvrage de Leiris. L'année précédente, en 1924, il avait publié 2 poèmes dans la revue Intention. Lorsque l'on est poète, pour exister, il convient de publier. Conserver des poèmes dans un tiroir ne fait pas de vous un poète. C'est la publication qu'il fait, quand votre production est mise sur la place publique. Elle peut être commentée, appréciée, critiquée dans le sens négatif, et c'est pourquoi publier, c'est un risque. Et bien sûr, ce phénomène est vrai pour les autres genres littéraires. La publication dans les revues, c'est ce qui était le plus accessible pour un jeune des années 20. À cette époque, un nouveau public émerge en attente d'une littérature moins classique que l'on appelle la poésie moderne, qui ne respecte pas les thématiques ni les stylistiques héritées de la littérature et de la poésie
classique. À l'intérieur de ce nouveau public, une frange minoritaire, mais importante en qualité, impulse une révolution littéraire, en se plaçant sous la bannière des grands anciens comme Lautréamont, Rimbaud, Jarry. Dans cette révolution, vous avez des groupes qui naissent, souvent soutenus par une revue. Le plus célèbre d'entre eux se présente autour de la revue Littérature, menée par les futurs surréalistes. Littérature et L'œuf dur, une revue de jeunes, fondent la revue La Révolution surréaliste. À cette époque, il y a une myriade de revues qui naît dans la première partie des années 20. Parmi toutes ces revues, nous pouvons mentionner quelques-unes. Commerce, Le Disque Vert, Les Feuilles Libres, Intention, L'œuf dur, la Revue européenne. Comme l'écrit Norbert Bandier dans son ouvrage Sociologie du surréalisme, la revue est l'instrument privilégié des rassemblements d'écrivains ou de créateurs qui désirent se présenter dans le champ littéraire comme l'incarnation d'une nouvelle école, car elle permet d'unifier sous un même label différentes expressions individuelles. Le choix d'un titre et d'une forme pour une revue est également une façon de se distinguer par rapport aux écoles littéraires et artistiques précédentes. Le groupe de la rue Blomet, dans lequel appartient l'Iris, est approché en 1924 par le groupe surréaliste de la rue Fontaine, 9e arrondissement, dont le responsable est André Breton, pour inviter ses membres à devenir surréalistes au moment de la création de la révolution surréaliste. Il en est de même avec le phalanstère de la rue du Château, 14e arrondissement, composé de Jacques Prévert, du peintre Yves Tanguy, de Marcel Duhamel, le futur directeur de la collection Série Noire chez Gallimard, et Raymond Queneau, le futur écrivain de Zazie dans le métro. Breton a besoin de nouveaux membres pour donner du sang neuf à la nouvelle revue qu'il est en train de créer et pour asseoir son autorité sur un nombre plus élevé de collaborateurs. Pourquoi les membres du Cénacle de la rue Blomet et le groupe du Château décident-ils de rejoindre le groupe surréaliste de Breton? Il semble que l'avenir appartient à ce mouvement, qui possède déjà une renommée, et qu'ainsi il pourrait atteindre un public plus vaste, d'autant plus que les deux groupes n'ont pas de revue à leur disposition. Les deux groupes, rue Blomet et rue du Château, et le groupe de la rue Fontaine de Breton, étaient finalement proches dans leur manière de concevoir la littérature et dans leur style de vie. Par conséquent, il était logique que la jonction se fasse entre les trois groupes. Léris, en 1929, quitte les surréalistes de sa propre initiative, comme d'autres qui ne supportent plus la rigidité de Breton, et partiront de leur propre gré ou seront invités à partir. À l'issue de cette expérience, Léris et d'autres anciens surréalistes rejoignent Georges Bataille qui lance la revue Document. Le passage de 2 ans dans cette revue, de 1929 à 1930, aura une grande importance dans la carrière de Léris. En effet, c'est au contact de la revue Document qu'il deviendra, à partir de 1937, un ethnologue de profession. Lui qui n'a jamais vraiment travaillé, c'est dans cette revue qu'il occupe pour la première fois un emploi stable. Lorsque l'on participe à une revue artistique et littéraire, la plupart du temps, les rédacteurs ne sont pas payés. Document est une revue
riche, financé par le marchand d'art Georges Wittgenstein, qui demande à Georges Bataille d'en être le secrétaire général. Bataille demande à son ami Léris d'être secrétaire de rédaction, puis gérant de la revue la deuxième année, ce qui fait entrer Léris dans la vie professionnelle. Cette revue s'intéresse aux documents bruts montrant la matérialité du réel et non un monde souterrain dissimulé par le réel. Rien d'invisible n'est placé derrière l'objet, il n'est que lui-même, affirme Georges Bataille, le maître d'œuvre de documents et les anciens surréalistes. Bataille et ses amis prennent le contre-pied du surréalisme de Breton. C'est un document que Léris rencontre Maurice Griaule, un ethnologue qui lui propose de faire partie de la mission Dakar-Djibouti 1931-1933 en tant que secrétaire archiviste. Le journal de Léris, l'Afrique fantôme, témoigne de ce travail de terrain. À l'issue de cette mission, Léris fera des études d'ethnologie à plus de 30 ans pour devenir un ethnologue. Parallèlement à ces études, Léris écrit à partir de 1933 dans La Critique sociale, une revue de l'ultra-gauche qui s'oppose à Staline et au Parti communiste français. Même si la révolution surréaliste et document était de gauche au sens large, contre la bourgeoisie, contre l'Occident et contre le capitalisme, la critique sociale a pour ennemi avant tout les communistes staliniens. Léris, toute sa vie, s'est considéré comme un homme de gauche, dont les positions ont oscillé entre le gauchiste et le parti communiste, selon les périodes. Ses convictions étaient davantage humanistes que politiques, au sens large, au sens strict, pardon. L'esprit révolutionnaire ne pouvait vivre qu'en dehors des appareils politiques qui l'étouffent. À la critique sociale, il ne participe pas aux discussions directement politiques, mais se contente d'écrire des comptes rendus d'ouvrages littéraires, de psychologie, d'essais critiques ou d'esthétique. Sans culture marxiste, ni portée sur la science économique, il n'est pas à l'aise et se contente d'émailler ses textes de mots-clés d'ultra-gauche pour donner le change. Impérialisme, pseudo-bolchevique, marxiste révolutionnaire, dialectico-historico-matérialiste. Bref, il n'y croit pas. Jusqu'en 1933, Léris est considéré par le milieu littéraire comme un poète avant-gardiste, passé du surréalisme à la dissidence. Mais avec sa participation à la mission Dakar-Djibouti, son statut change. Il est devenu un littéraire doublé d'un scientifique, depuis qu'il a accompagné en Afrique Griaule et son équipe dans une mission ethnographique. Parce que Léris est considéré comme un spécialiste des sciences humaines, bien qu'il ne soit pas encore formé en ethnologie, Jean Paulhan, le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Française, la fameuse NRF, recourt à ses services de 1933 à 1939. Pour être intronisé à la NRF dans les années 30, lorsqu'on est un jeune auteur, il est nécessaire soit d'avoir été repéré par le rédacteur en chef, soit d'être dans la mouvance des auteurs Gallimard. Léris possède les deux avantages.
Il a pour amis Max Jacob, Marcel Jouandeau, André Masson, qui sont également des amis de Jean Paulhan. Dans l'ouvrage L'esprit NRF, Pierre Hébé fait de Léris un digne représentant de l'esprit de cette revue en publiant dans ce recueil 4 de ses articles écrits entre 1936 et 1939. Non seulement Léris écrit des comptes rendus d'ouvrages, mais en plus, il est devenu un auteur NRF, que l'on commente dans des articles de la revue. L'activité de Léris dans les revues est d'abord pour lui une nécessité, dans la mesure où les revues peuvent accueillir plus facilement les jeunes entrants dans le champ littéraire. Par la suite, quand il se convertit à l'écriture de soi, l'activité dans les revues de Léris est un moyen de dérivatif pour prendre de la distance vis-à-vis de l'écriture de longue haleine que représente son œuvre autobiographique. Chaque volume de la règle du jeu, lui prenant en moyenne une dizaine d'années, il ressentait le besoin d'être en contact immédiat avec le monde, attendant un message en retour des lecteurs, qu'ils soient professionnels ou privés. C'est dans les revues que paraissaient des extraits de son œuvre en cours d'élaboration, ce que l'on appelle les bonnes feuilles. Michel Léris était-il un homme de revue? Deux réponses opposées sont possibles. Oui, parce que le monde intellectuel le considère ainsi, et parce qu'il a écrit énormément de textes et traversé de nombreuses revues. Non, dans la mesure où il n'a jamais vraiment pu rester que quelques années dans des rédactions, soit en raison de la disparition de la revue, soit pour éviter de s'institutionnaliser, car une revue s'institutionnalise forcément quand elle dure. L'enracinement aurait été contraire à son esthétique de la révolte et du mouvement, acquise dans les années 20. Son autobiographie, la production de lui-même, et sa manière d'être écrivain, l'homme de l'ombre, nous aident à comprendre le paradoxe lérysien d'être un homme des revues sans être un homme de revue. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. Qu'entends-tu par homme de l'ombre? Alors, homme de l'ombre, oui. Alors c'est vrai que dans mon livre, je disais qu'il n'était jamais le leader. Il avait besoin derrière quelqu'un, derrière un maître d'œuvre, pour qui il avait de l'admiration. Georges Bataille, c'est le cas. Au début, Breton aussi, il était très admiratif de lui. Bon, à l'usage, on a vu que c'était un peu compliqué avec lui. Il a eu aussi Boris Souvarine à la critique sociale, effectivement. Au cours Jean Paulhan aussi. Mais il n'était jamais le leader, le chef. Il n'en était pas capable. C'était plutôt un homme de l'ombre, comme je dis, et peut-être aussi comment dirais-je, dans le cinéma, on appelle ça un second couteau. Car il aimait bien aussi l'idée de protéger un peu, d'être le lieutenant du chef, de le protéger, éventuellement de l'aider, de lui proposer des choses. Voilà donc pourquoi c'est un homme de l'ombre.
mais il n'était pas pour autant, comment dire, une éminence grise. Je me souviens qu'avoir prononcé, enfin, écrit ce nom, ce mot, éminence grise, et Jean Jamin, mon professeur, m'a dit « Ah non, il n'était pas gris, l'Iris. Il était, je ne sais pas, lumineux peut-être, mais tout en étant c'est assez modeste, hein, pas, enfin, dans son comportement. Je pense qu'il n'était pas, mais car il aimait bien qu'on parle de lui quand même dans les comptes rendus. Enfin, je crois qu'il était abonné à l'Argus, tout ça, donc il était quand même très intéressé par ce qu'on disait de lui. Il n'est pas passé à la télévision parce que c'était une autre époque. Dans les années 80, il aurait pu certainement. On le voit quand même dans une archive à propos de Philippe Soupeau, car il venait de mourir, Philippe Soupeau, dans les années 86-7 par là, je ne sais plus. Et donc il a voulu rendre hommage à Philippe Soupeau qui l'appréciait. Et c'est la première et seule où on le voit parler. Et d'ailleurs, il n'était pas toujours très à l'aise, on va dire, à l'oral. Voilà. Si vous en avez une autre question. Il a continué à écrire de la poésie toute sa vie? Oui, on peut le dire, oui, oui. Bon, il a eu des recueils qui se sont faits au fil du temps, quand il en avait suffisamment. Et puis, même à la fin, quand il avait fini son œuvre autobiographique, même on peut considérer que le 4e volume de la règle du jeu, j'ai un trou de mémoire là qui s'appelle, je ne sais plus, mais je ne sais pas si je le mets. Et dans son 4e volume, à l'intérieur de la narration, il met des poèmes pour un peu ponctuer ses propos. Oui, donc on peut dire oui qu'il a écrit la poésie toute sa vie et il s'est considéré aussi comme un surréaliste toute sa vie, même s'il n'était plus officiellement surréaliste parce qu'il était parti. Mais lorsqu'on s'est considéré surréaliste à un moment donné, on le reste toute sa vie. Voilà. Peut-être que je peux vous poser des questions, moi aussi. Pour vous, Michel Leiris, c'est qui comme ça, sans m'avoir écouté, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour moi, c'était quelqu'un qui a inventé une autobiographie négative. Oui, tout à fait. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il écrit, je ne sais pas si tu as regardé L'âge d'homme, là il se décrit de manière, un peu, comment dire, qu'on se dénigre, non? Un peu, ou en tout cas se moque de lui-même. Complètement. Mais non, mais il est plutôt sérieux. Oui, c'est vraiment une autobiographie négative. C'est vrai. Et c'est ce qui fait sa particularité, son apport, on peut dire, parce que les autobiographies, souvent, les souvenirs, les gens ils disent j'ai rencontré telle personne, c'était formidable, d'ailleurs il m'a beaucoup aimé. Disons, c'est plutôt sur le mode du positif. Mais est-ce que les autobiographies négatives, c'est un genre qui demeure aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. C'est difficile d'écrire en disant je suis vraiment mauvais. Houellebecq en quelque sorte. Houellebecq, c'est pas une autobiographie, mais on sait quand même, c'est assez biographique, surtout les particules élémentaires. Et là, c'est à peu près pareil. Peut-être. C'est peut-être
le digne Le digne héritier, héritier, oui. dans un autre genre quand même. Voilà. Et toi alors, pourquoi tu as choisi Michel Léris. l'Iris pour ta thèse? Alors, bon, bah, c'est à la fois parce que jusqu'à présent, j'avais étudié l'œuvre de Patrick Modiano, qui m'a suivi toute la vie. Pardon, je vais voir un peu. Et bon, je voulais quand même pas finir avec lui toute ma vie. Je me suis dit, il faut que je m'ouvre un peu. Et puis, j'avais le souvenir d'avoir entendu en 1991, je crois bien, sortait le journal de Michel Léris, et il y avait eu sur France Culture des lectures du journal par Jean-Louis Trintignant. J'avais trouvé ça formidable. Et donc je l'ai gardé dans la tête, on va dire. Et puis au moment de me dire, bon, allez là, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre un peu, j'ai lu L'Âge d'Homme parce que c'était le livre le plus connu de Michel Léris. Et ça a été un éblouissement, enfin, disons, ça me parlait. Et ce qui est important, c'est qu'un auteur vous parle pour l'aimer, enfin l'étudier, évidemment, parce que passer plusieurs années sur quelqu'un qui ne vous plaît pas trop, enfin, ça serait contre-productif quand même. Et là, disons, je me suis, j'ai perçu des choses communes avec lui. Donc, en fait, moi, quand j'aime un auteur, c'est que je me reconnais plus ou moins dans lui. Bon, pas à 100%, sinon ce serait peut-être pas non plus intéressant parce que je me connais. Donc voilà. Mais c'est important qu'il y ait quand même des lignes. Voilà, c'est comme ça. Et puis, j'ai commencé donc à l'EHESS d'étudier le merveilleux chez Michel Léris. Enfin, plus précisément, c'était ethnologie chez Michel Léris. Non, le merveilleux ethnologie, je ne sais plus comment, enfin, chez Michel Léris. Et moi, je n'ai pas trop, n'étant pas vraiment un ethnologue, et d'ailleurs je ne suis toujours pas vraiment, enfin j'ai des notions, mais elles sont plus, et finalement je l'ai transformé en le merveilleux chez Michel Léris, qui est beaucoup plus vaste et plus intéressant pour moi. Et voilà, et puis ensuite, j'ai commencé de travailler sur les revues chez Michel Léris quand je suis passé en DEA, sur une période courte, on va dire, dans les années 20, 30. Et puis après, en thèse, la logique voulait que je fasse l'ensemble de ça à carrière, dans les revues. Voilà. Carrière, c'est un grand mot parce que on peut dire que Michel Léris, il écrivait dans les revues, mais parce que à l'époque c'était un peu normal d'écrire dans les revues, mais son travail il était un ethnologue. Donc sa vraie carrière c'est ethnologue. Écrivain, c'est pas non plus une carrière, disons qu'il écrivait parce qu'il aimait ça. Voilà. Donc, pas d'autres questions à me poser. Oui. Ah, vas-y. Après Modiano, après Michel Léris, Oui. lu pas, Alors,
j'estime que lorsqu'on étudie des écrivains, c'est plutôt dans un cadre universitaire. Alors, bien sûr, je pourrais le faire, hein, mais maintenant, je pense à moi, on va dire, entre guillemets, j'ai envie plutôt d'écrire des ouvrages personnels, enfin des romans, enfin que j'ai déjà, Tu as déjà écrit, écrits, d'ailleurs, sont faits, hein, pas, il y en a pas 3. publié. Si les éditeurs m'écoutent, vous pouvez me contacter. Et aussi des nouvelles aussi qui sont prêtes à l'emploi. Ouais. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui le veuille bien. Il faut une rencontre. Oui, une rencontre. Ouais. C'est important les rencontres, effectivement. Bah, c'est grâce à ta rencontre, tu m'as mené vers l'Harmattan, effectivement. Heureux pour toi. Oui. Voilà. Donc c'est bon. Et les ethnographies, il les faisait sur quoi? Il partait... Ces autobiographies? Non, les ethnographies. Ethnographie? Oui, il était ethnologue. Oui. Alors, on peut dire tout a commencé avec la mission Dakar Djibouti. Il n'était pas ethnologue, il était intéressé par l'exotisme, le monde, l'Afrique, le monde noir, tout ça. D'autant plus qu'à l'époque, l'art nègre, comme on appelait ça, était très à la mode. Donc il était très intéressé. Et quand il a eu cette opportunité, il y est allé. Et c'est vrai qu'il était plutôt déçu, parce qu'il s'attendait à quelque chose d'autre. Et il disait, finalement, les Noirs sont comme les Européens, ils sont aussi stupides. Donc il est revenu un peu déçu, mais l'ethnologie, il avait quand même envie de la connaître mieux, donc il a suivi un corpus d'ethnologues pendant le temps qu'il faut, hein, pour être un professionnel. Et c'est comme ça qu'en 1937, il est devenu officiellement ethnologue. Il est rentré au musée de l'Homme, ce qui était la porte la plus prestigieuse, on va dire. Et puis, voilà, il a fait des missions un peu partout, dans les dom-toms, comme on disait à l'époque, maintenant ça se dit même plus. Donc il est allé en Martinique, Guadeloupe, tout ça. Il y a des écrits possibles aussi. Il a écrit quelque chose à ce sujet? Oui, bien sûr. Il a écrit. Il existe un livre qui s'appelle Miroir de l'Afrique, où ça dépasse un peu le cadre de l'Afrique, mais c'est un peu la plupart. Oui, monsieur. Il ne faisait pas partie de la croisière noire? Non, pas lui, pas la croisière noire, effectivement. Elle aurait pu, mais non. Il n'a pas participé. Ni la croisière jaune non plus. Mais c'est un peu plus logique. Mais oui. Non, la mission Dakar Djibouti, c'est la plus ancienne. La croisière noire, c'est après, je crois. Et... Quelle était la question? Tu disais qu'il y avait un gros volume. Oui, voilà, je te remercie. Qui s'appelle Miroir de l'Afrique. C'est pas lui qui l'a conçu, c'est Jean Jamin qui l'a fait. Il a fait une préface, une présentation, tout ça. C'est du sérieux. Et donc là, il y a tous ces écrits d'ethnographes. Donc c'est un livre, c'est un pavé, hein, mais il est très bien. Parce que son écrit, son Dakar Djibouti, ça n'a pas tellement plu. Alors, oui, l'Afrique fantôme. Oui, l'Afrique fantôme, justement, il est dans ce livre, Miroir de l'Afrique. Ça n'a pas trop plu, effectivement, puisqu'il l'a, on va dire, ouvert un peu trop. À l'époque, il ne fallait pas dire les cuisines.
pas dire Les colonies. maintenant. Oui, les pratiques. Ouais. Les pratiques, c'était voler éventuellement les œuvres d'art, les acheter, mais les acheter des achats forcés. D'ailleurs, en gros, ils n'avaient pas trop le choix. Donc aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Et lui, il l'a dit dans son journal. Surtout que c'était pas des œuvres d'art pour les gens du pays, c'était quelque chose de très charmant. De religieux, oui. Ouais, ouais. Oui, effectivement, pour eux, qu'on leur prenne des œuvres religieuses, c'était important. Donc ça devait être même traumatisant, on peut dire, pour eux. Oui. Et donc, il y a un documentaire qui a été fait, que moi j'avais vu, sur l'histoire de la carte djibouti, qui était oui, intéressante. oui, oui. C'est comme ça que j'ai appris tout ça. Oui, oui, oui. Et, Quand tu reprends ton bouquin. oui, oui. Et c'est vrai que toute la ville a été quand même un peu le canard. Oui. Disons, je sais qu'on le considérait très bien parce qu'il avait une écriture formidable. Et même aussi, disons que ses intérêts étaient très intéressants sur les langues secrètes, des choses comme ça. Donc il est reconnu comme un ethnologue, de son époque certainement. Hein. Aujourd'hui, évidemment, il y a toujours quelqu'un pour critiquer les anciens, mais bon, c'est un peu logique. Même Lévi-Strauss, il est aussi critiqué. Alors, pourquoi pas Léris? Voilà. Justement, par rapport à ça, moi je me demandais est-ce qu'il y a une relève Ah. posteriori après ces ouvrages, qu'est-ce que c'est devenu, ces revues, est-ce qu'il y a eu une relève, Michel Léris, est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Relais de quoi? Relève. Une suite, une continuité, est-ce que ça, tous ces travaux, voilà, est-ce que ça tombe dans l'oubli ou est-ce que... C'est dans les revues, tu veux dire? Oui. Alors, il y a eu quand même des recueils de ces articles dans les revues. Hein. Il y en a au moins deux. Brisé, qu'il a fait dans les années 60. Et puis, Zébrage. Bon, ça, c'est Jean Jamin qui l'a fait. Mais donc, oui, on en trouve, mais c'est une petite partie de sa production. Et donc, oui, peut-être ça mériterait d'être recueilli, on va dire, l'ensemble de ces articles, certainement. Je ne sais pas qui pourrait le faire. Voilà. C'est bon. Merci. Bon, merci à vous.